Nous sommes à la fin du 19e siècle en Amérique. Les rues s'éclairent peu à peu, non pas aux lueurs vacillantes du gaz, mais grâce à une force mystérieuse, flamboyante, presque incontrôlable, l'électricité. Dans ce monde nouveau, un petit homme voûté à la silhouette fragile attire l'attention des géants de l'industrie. Son nom, Charles Proteus Steinmetz. Un nom qui semble taillé pour la légende, tant il est indissociable de la révolution électrique américaine. Imaginez l'Amérique de la fin du 19e siècle. Les villes grandissent, les usines tournent jour et nuit, et les rues s'illuminent grâce à une nouvelle force mystérieuse, l'électricité. Mais cette énergie est encore mal comprise. Elle est capricieuse, parfois même dangereuse. Dans cette atmosphère d'expérimentation et de tension, un homme à la silhouette frêle, au dos voûté, fait son entrée. Charles Proteus Steinmetz. Son corps est marqué par la maladie, mais son esprit, lui, est incandescent. Et c'est ce génie qui va donner des lois au phénomène électrique, ouvrant la voie à un monde moderne, électrifié. Né en 1865 à Breslau, dans une Prusse autoritaire, Charles est différent dès son enfance. Dès sa naissance, la vie lui impose un défi. Une maladie congénitale atteint sa colonne vertébrale et ses hanches. Sa petite taille, son dos courbé, son allure singulière feront de lui une figure inoubliable, mais aussi quelqu'un trop souvent moqué. Son apparence lui attire moquerie et regard hostile. Mais là où d'autres voient une faiblesse, lui forge une force intérieure, une passion sans limite pour les mathématiques et la physique. À la fin du 19e siècle, la Prusse, moteur de l'unification allemande, installe une politique caractérisée par l'autorité monarchique, le militarisme, le nationalisme et une forte administration centralisée. L'ambiance est relativement pesante pour un homme dont les idées politiques socialistes sont mal vues par les autorités. Ses idées progressistes inquiètent, on le surveille. Finalement, il n'a d'autre choix que l'exil. En 1889, Charles quitte l'Europe pour les États-Unis. Et c'est dans ce pays neuf, avide de talent, qu'il va s'imposer. C'est l'époque de la guerre des courants. Edison défend le courant continu, Tesla et Westinghouse le courant alternatif. La nation est partagée. Les enjeux sont gigantesques. Qui parviendra à dominer le marché de l'électricité ? Steinmetz se range du côté du courant alternatif, l'avenir. Mais plus encore, il apporte à cette technologie des fonctions théoriques. Car jusque-là, beaucoup d'ingénieurs bricolent, testent, expérimentent sans toujours comprendre pourquoi certaines machines fonctionnent ou échouent. Alors, Aurélien, en quoi Steinmetz porte-t-il cette révolution de l'ingénierie électrique ? Quel est son apport majeur ? Alors, Steinmetz, il découvre, et en tous les cas, il modélise et il théorise tout l'aspect des hystérésis dans les circuits magnétiques. Alors, il faut savoir que ce soit un transformateur où on va chercher à modifier de l'énergie électrique, à transformer de l'énergie électrique dans une autre énergie électrique, on passe par un circuit magnétique, ou alors vous prenez une machine électrique, ça transforme de l'énergie électrique ou de l'énergie mécanique en l'autre, en énergie électrique ou mécanique. Et pour ça, on passe par un circuit magnétique. Un circuit magnétique, c'est quoi ? Ce sont des tôles, généralement des tôles, ou un corps ferreux qui est conducteur de champs magnétiques. Alors, ce conducteur, en fait, on le soumet à un champ magnétique, soit par un aimant, soit par une bobine, dans lequel on va faire circuler un courant, et va naître au cœur de ce matériau magnétique de l'induction. Sauf que lorsque j'applique un champ magnétique sur un matériau magnétique, l'induction va monter, et lorsque j'enlève l'excitation, la relation n'est pas linéaire, ce qui fait que lorsque je vais enlever l'excitation, il va rester de l'induction. Vous avez peut-être fait cette petite expérience avec des trombones. Si vous approchez un aimant d'un trombone, il va se coller. Et puis si vous enlevez l'aimant, vous voyez que les trombones ils collent encore ensemble. C'est quoi ? C'est l'induction rémanente. Et c'est parce qu'il y a un hystérésis qu'il reste de l'induction rémanente. Et donc, il y a des pertes dans ces matériaux magnétiques. Deux grands types de pertes. Les pertes par hystérésis,
celles que Steinmetz a mises en évidence et a modélisées, et puis les pertes par courant de Foucault, dont on ne parlera pas ici, mais elles peuvent être utiles, ces pertes. Souvenez-vous, des freins de poids lourds, les choses comme ça. Donc Steinmetz, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a modélisé, il a écrit et trouvé une formule qui peut nous donner l'énergie perdue par hystérésis dans un matériau magnétique soumis à un courant. Donc ça dépend de quoi ? Ça dépend de l'induction. Plus l'induction est forte, plus il y a de pertes. Plus la fréquence est élevée, plus il y a de pertes. Et puis ça évolue aussi en fonction de la température. Mais ce Steinmetz, il n'a pas fait que ça. Il a également beaucoup travaillé sur le courant alternatif, comme tu l'as dit, Marc, soit en régime établi, lorsque vous avez une machine électrique qui tourne à une vitesse constante, on est en régime établi, et aussi en régime transitoire. Et comment il a fait ça ? Il a mis en place et il a formalisé l'écriture d'une grandeur sinusoïdale par un nombre complexe. Souvenez-vous, quand vous écriviez A sinus oméga t plus phi, on peut l'écrire sous forme complexe, avec un nombre complexe et le fameux exponentiel J, entre parenthèses, oméga t plus phi. Et donc, cette façon d'écrire en mathématiques une tension ou un courant, ou en tous les cas n'importe quelle grandeur électrique sinusoïdale, ça nous rend beaucoup de services, puisque c'est très facile d'additionner, de soustraire, et ça nous aide beaucoup dans l'algèbre quand on manipule ce genre de choses. Dernière chose, Steinmetz a aussi beaucoup œuvré sur la machine à induction, la machine asynchrone, la machine qu'on appelle parfois à cage d'écureuil, puisqu'il a créé un circuit équivalent, le fameux circuit en T, qui permet, grâce à certains paramètres simples de la machine, de directement savoir, en fonction de son glissement, quel couple elle va sortir, quelle puissance elle peut sortir, à quelle vitesse elle va tourner. Donc vraiment, Steinmetz, c'était vraiment, dès les années 1900, quelqu'un qui a su mettre en équation et faire comprendre et simplifier, trouver des manières mathématiques de simplifier les écritures, de manière à ce que toutes ces grandeurs qui sont assez difficiles à manipuler, puisque c'est des grandeurs qui ne sont pas constantes dans le temps, et qui évoluent dans le temps, on peut, grâce à ces notations, aller beaucoup plus vite et faire comprendre des choses avec des choses simples comme des circuits électriques. Faut pas oublier non plus que Steinmetz a travaillé beaucoup sur la foudre. À l'époque, on cherchait à comprendre et à essayer de récupérer de l'énergie à partir de la foudre. Et il avait, chez General Electric, créé une grande salle pour essayer de capter l'énergie liée à la foudre avec des grands générateurs de 120 000 volts. Des expériences qui seraient aujourd'hui très complexes à faire en raison des normes de sécurité qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas à l'époque, évidemment. Sans lui, on serait encore en train de tâtonner, en fait. On essayerait, on procéderait par essai-erreur jusqu'à temps que ça fonctionne plus ou moins correctement. C'est le principe des gens qui modélisent, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un comportement et à le traduire par des équations ou des circuits électriques équivalents, alors qui sont vrais jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais en tous les cas, tant qu'il n'y a pas de saturation je reprends l'exemple de la machine asynchrone, tant qu'il n'y a pas de saturation dans le fer, on a un comportement qui est strictement ce que le circuit électrique propose, et donc cette équivalence qu'a mis Steinmetz entre un circuit électrique et un comportement physique. Soutenu par General Electric, Steinmetz devient célèbre. Dans sa maison de Schenectady, il réunit scientifiques, étudiants, voisins. Sa vie est simple, ses idées sont ancrées dans la modernité. Il croit à la recherche partagée, au progrès au service de tous. Ce sorcier, entre guillemets, aux formules magiques, fascine les journalistes et le grand public. Et malgré son allure fragile, il acquiert une aura presque mythologique. Un épisode illustre cette réputation. Henry Ford, alors à la tête de son empire automobile, fait face à une panne mystérieuse dans l'une de ses usines. Les ingénieurs de Ford, pourtant compétents, n'arrivent pas à identifier la cause. On fait alors appel à Steinmetz. Le petit homme se rend sur place, observe les machines, écoute les générateurs, comme on écouterait une symphonie, trace quelques notes et des calculs dans ses carnets, puis indique un réglage précis à effectuer. Presque aussitôt, la panne est résolue.
Quelques jours plus tard, Ford reçoit une facture de $10,000. Étonné, il demande à Steinmetz de justifier un tel montant. La réponse est devenue légendaire. Pour marquer un trait à la craie, $1. Pour savoir où tracer ce trait, $9,999. Vérité historique ou embellie ? Peu importe. Cette histoire circule partout et participe à construire la légende. Steinmetz est l'homme qui, par son seul savoir, peut résoudre des énigmes que même les ingénieurs très très compétents de Ford ne sauraient expliquer. Alors Aurélien, en quoi cette fable parle aussi au cœur des ingénieurs ? Cette anecdote que tu m'as fait découvrir, Marc, parce que je ne connaissais pas, ça m'a beaucoup fait rigoler, puisque quand on est consultant ou quand on intervient sur des problématiques techniques dans les entreprises et qu'on arrive, il y a une machine qui fait du bruit, il y a une machine qui ne fonctionne pas, voilà. On nous critique souvent sur le tarif de nos journées de prestation. Mais c'est vrai que voilà, il y a une expérience derrière, il y a un certain nombre d'autres problèmes qui ont été résolus avant pour le consultant qui font que voilà, on a une certaine logique, une certaine façon d'appréhender les problèmes, une certaine démarche dans l'appréhension d'un système complexe. Et ça, voilà, les gens ont parfois du mal à comprendre ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est vrai, en fait, faut savoir où mettre le trait de craie, et ça vaut de l'argent. Alors cette fable, puisque c'en est une, manifestement, vous la retrouverez sous différentes formes, que ce soit par le coup de marteau à la place du trait de craie, ou le tour de tournevis, et à différentes époques et avec différents tarifs aussi. On en a trouvé à $200 et jusqu'à $20,000, mais l'histoire reste belle et on aime cette histoire aussi pour ça. Charles Proteus Steinmetz s'éteint en 1923. Il n'a que 58 ans. Sa vie fut marquée par la douleur et par l'exil, mais aussi par une victoire éclatante, celle de la raison mathématique sur le chaos des courants électriques. Ses travaux continuent encore aujourd'hui d'être enseignés dans les écoles d'ingénieurs. Et il reste dans les mémoires comme une figure paradoxale. Un homme faible physiquement, mais devenu le cerveau qui a électrifié le XXe siècle. Dans la grande fresque des pionniers de l'électricité, on retient souvent Edison, Tesla ou Westinghouse. Mais sans Steinmetz, leur rêve serait resté partiellement hors d'atteinte. Lui, il a donné les lois, les calculs, les méthodes. L'ingénierie électrique moderne lui doit une dette immense. Alors, la prochaine fois que la lumière s'allume chez vous, souvenez-vous que cet homme voûté, qui, armé de sa craie et de son carnet, a permis à des nations entières de s'éclairer. Charles Proteus Steinmetz, le véritable sorcier de l'électricité. Vous avez apprécié cet épisode ? Eh bien, faites-le nous savoir et partagez-le avec vos amis, tout simplement. On se retrouve très prochainement, le 2e mardi du mois prochain, avec une grosse partie de l'équipe des Technos. À très bientôt. Salut.